À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre leur sonnerie d'appareil électronique. Nous poursuivons la consultation particulière et audition publique sur le projet de loi 69, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Cet après-midi, voici l'ordre du jour de cet après-midi, M. Jean-François Blain, Nature Québec et à l'Alliance de l'énergie de l'Est. Maintenant, sans plus tarder, je souhaite maintenant la bienvenue à M. Jean-François Blain. Je vous rappelle que vous allez disposer de 10 minutes pour votre exposé, puis par la suite, nous procéderons à un échange avec les membres de la commission. Je vous invite tout de suite à vous présenter et à débuter votre exposé maintenant. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à tous les membres de la commission. Bonjour, Madame la ministre, députés, membres des partis d'opposition. Monsieur le Président, une demande spéciale pour vous parce que j'ai toujours plus de contenu que le temps accordé. Faites-moi un signe quand il restera 2 minutes, puis 1 minute, ça sera apprécié. Avec plaisir. J'ai énormément de matériel à partager avec vous. Le document déposé fait 37 pages, dont la partie principale est le mémoire que j'ai préparé conjointement avec Bertrand Schepper et qui a été publié par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, d'ailleurs déposé au cabinet de Mme Fréchette dès la fin de la semaine dernière, auquel s'ajoutent 5 annexes que je ne pourrais pas aborder dans le détail. Je vais simplement faire une énumération rapide et une description sommaire des documents en guise d'introduction, après quoi je commencerai mon développement de ce qui m'apparaît être les enjeux fondamentaux. Alors, donc, au fin de cette présentation-là, j'adopte comme mien le mémoire préparé conjointement et publié par l'IRIS et intégralement. Et je vous énumère simplement de façon descriptive et rapide le contenu couvert par les 5 annexes qui se sont rajoutées. D'abord, l'annexe A est une représentation détaillée des volumes d'approvisionnement et des coûts d'approvisionnement que nous allons encourir d'ici 2035, selon les valeurs unitaires revenus et coûts, de même que les volumes d'approvisionnement additionnels prévus en vertu du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec et son plan d'approvisionnement actuellement en vigueur. J'ai rajouté à l'annexe A, en fait, c'est une reproduction des graphiques 2 et 3 du document principal. J'ai rajouté simplement la colonne 2035 parce qu'il y avait seulement la colonne 2050 à l'horizon de décarbonation. Puis évidemment, si on regarde ça, on peut se dire, bien, on aura le temps de rectifier le tir, mais non, d'ici 2035, on a un projet qui est déjà sur la table, c'est le plan d'action d'Hydro-Québec, avec des conséquences énergétiques et financières immédiates. À l'annexe B, c'est une estimation détaillée de l'impact du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec sur les tarifs. Sommairement, on calcule de la façon la plus conservatrice possible que ça sera un impact cumulatif de l'ordre de 65 à 75 % sur les 11 prochaines années, donc entre 5,2 et 6,3 % par année en moyenne. Il y a aussi à l'annexe B une illustration de ce qui constitue le principal risque d'emballement tarifaire. Et ce risque-là, c'est celui de la non-concrétisation de la croissance des volumes de vente qui sous-tend le plan d'action. Les volumes de vente, c'est le dénominateur par lequel on divise les revenus requis d'année en année pour déterminer le tarif. Si les volumes ne se concrétisent pas, mais que les investissements et les approvisionnements ont été engagés, on va devoir récupérer ces coûts-là sur un moins grand nombre d'unités vendues. À l'annexe C, là, ce qui est illustré, c'est l'impact tarifaire des 2500 mégawatts à peu près qui ont été accordés par votre prédécesseur, Madame la ministre, des blocs de puissance accordés principalement dans la filière batterie, les nouvelles filières dites vertes, acier vert, hydrogène vert, de même qu'à un certain nombre de centres de données. Donc, il y a une mesure précise de l'impact tarifaire de ces volumes d'électricité-là qui ont été consentis à des investisseurs industriels. C'est la mesure, en fait, précise de l'écart entre les revenus qui seront générés au tarif L, en prenant un tarif L de départ de 2024, et
les coûts d'approvisionnement qu'on va devoir engager, qui sont de l'ordre de plus de 2 fois plus élevés que les revenus qui seront générés. Ça se traduit par une dette à éponger sur le plan tarifaire de l'ordre de 23 milliards de dollars sur les 20 prochaines années. À l'annexe D, puisqu'on vient de parler des clients industriels et des volumes qui leur ont été consentis, c'est l'illustration des volumes de vente au tarif L, la proportion des volumes de vente au tarif L qui se sont prévalus et qui bénéficieront possiblement jusqu'en 2032 du rabais offert en vertu du programme d'aide au financement de l'investissement payé par le ministère des Finances. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mise à jour de ça depuis la fin 2023, qui était la date limite pour le dépôt des demandes. À l'annexe E, j'aborde en parallèle différentes options parmi celles qui ont été proposées pour assurer la protection des acquis patrimoniaux, notamment l'idée de plafonner les tarifs résidentiels et d'autres propositions. Alors, je les examine avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Et pour conclure l'annexe E, il y a également un document de travail qui a été partagé dans des échanges avec Hydro-Québec. Je pensais que c'était utile de le rendre public et de l'offrir à la réflexion du ministère, comme des oppositions, comme quoi on a des façons d'améliorer le signal de prix des différents tarifs, des différentes catégories tarifaires et de rapprocher du coût marginal les niveaux de consommation qu'on considère excessifs, tout en protégeant le coût moyen ou les acquis patrimoniaux pour les niveaux de consommation les plus faibles et qui sont dédiés aux usages de base, donc sans pénaliser personne. Le projet de loi 69 a suscité de grandes interrogations, pour ne pas dire de grandes inquiétudes dans la société civile au milieu de laquelle, finalement, je navigue comme analyste indépendant dans le secteur de l'énergie. Je peux vous dire que j'ai rarement vu, au cours des 25 dernières années, une telle mobilisation coordonnée sur le plan de la réflexion entre tous les acteurs de la société civile, ce qui témoigne de l'importance et des conséquences que ce projet de loi-là pourrait avoir à tous égards, non seulement d'un point de vue économique, mais quant à la réalisation même d'une décarbonation de notre économie et aussi sur le plan environnemental et social. Je mentionnerai même, et j'y reviendrai, sur le plan de la cohésion démocratique. Donc, depuis 1 an, la plupart des acteurs, groupes sociaux, représentants de différents groupes de consommateurs, groupes environnementaux, grandes centrales syndicales à tour de rôle, Institut de recherche en économie contemporaine, l'IRIS plus récemment, les HEC Montréal, l'Institut de recherche Trottier de Polytechnique, tous ont, à leur propre initiative, organisé ou participé à différents colloques, différents débats publics sur les enjeux soulevés par le projet de loi 69. Ce projet de loi-là, ce qui est problématique, c'est qu'il est présenté sous le principal motif d'amorcer une transition énergétique. Mais la transition énergétique, aujourd'hui, en 2024, ça veut dire commencer à réduire notre usage d'énergie fossile. Et pour ça, ça prend un dispositif. Ça prend un dispositif assorti de moyens précis, de moyens qui sont contraignants, d'objectifs de réduction à des échéances déterminées. Et ça prend aussi un mécanisme de suivi et de reddition de comptes. On n'a rien de ça sur la table. On n'a pas de plan de décarbonation contraignant, garant de résultats devant nous. On n'a pas non plus de plan financier du gouvernement. On a, par délégation de responsabilité, le plan d'action d'Hydro-Québec avec des investissements prévus de l'ordre de 160 à 180 milliards de dollars d'ici les 11 prochaines années. 180 milliards de dollars, soit dit en passant, c'est à peu près le double de la valeur totale d'Hydro-Québec au 31 décembre 2023, pour mettre les choses en perspective. Et ce plan d'action-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager des dépenses colossales qui devront être ponctionnées à partir des tarifs de la collectivité. Et ce qui est absurde dans cette approche-là, c'est qu'on risque pas, on va faire porter au tarif d'électricité de la collectivité la forme d'énergie propre qu'on devrait vouloir favoriser, les coûts générés par les externalités économiques, sociales et environnementales de l'usage des produits des énergies fossiles.
Alors, c'est exactement le contraire du principe de causalité des coûts qui nous inciterait, qui devrait nous amener à réinternaliser la valeur de ces dommages-là dans le prix des produits pétroliers. Le dernier problème, qui est non le moindre, c'est l'absence d'un processus adéquat. Ça fait maintenant au moins 2 ans qu'à peu près tous les groupes concernés, tous les acteurs de la société civile réclament un débat à la hauteur de ce que requiert la planification d'une transformation aussi profonde que celle-là. Amorcer une transition énergétique, ce qui implique non seulement de remplacer des énergies fossiles par des énergies propres, mais aussi de remplacer des équipements, des procédés industriels, des véhicules, tant pour les ménages que pour les entreprises. Leur capacité n'est pas uniformément répartie. Les coûts et les bénéfices de la transition énergétique ne seront pas uniformément répartis. Et c'est une raison de plus qui devrait nous inciter à être d'une grande prudence et même parcimonieux dans la hiérarchisation des moyens. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est la période d'échange avec les membres de la commission. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Vous avez 16 minutes, 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur Blain, pour votre présence, pour votre participation, pour l'élaboration d'un mémoire avec beaucoup de matière. Je sais que vous y avez travaillé ardemment, là, on en parlait tout à l'heure. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je poserai quelques questions, de même que mes collègues. Alors, d'une part, vous expliquez dans votre mémoire là, que, selon vous, les prévisions d'Hydro-Québec qui apparaissent dans le plan, donc, et qui présentent une augmentation de production d'électricité de 100 à 200 TWh d'ici 2050, vous les considérez comme étant irréalistes. À moins que je me trompe, là, précisez la nature de votre analyse là-dessus. Mais je me demandais en fait quelles sont vos estimations à vous de hausse que vous considériez comme étant réalistes en comparaison de celles offertes par Hydro-Québec? C'est une bonne question de base. D'abord, le plan d'action d'Hydro-Québec à l'horizon 2035 vise l'ajout de 60 TWh d'énergie en disponibilité. 8 à 9 000 mégawatts de puissance additionnelle. Ça, c'est une trajectoire, si on la projette de façon linéaire jusqu'en 2050, qui reflète un objectif, qui est un peu leur référence, là, un objectif linéaire d'ajouter au total 150 TWh d'électricité par rapport à notre consommation actuelle, en, disons, 2024, de un peu moins que 180 TWh. Alors, votre sous-question, donc là, première chose, je constate qu'Hydro-Québec elle-même ne met pas un scénario qui impliquerait de doubler notre capacité de production, un scénario un petit peu plus conservateur. Et aussi, à l'intérieur de ce scénario d'un ajout de 150 TWh à l'horizon 2050, bien, il y a un relèvement des objectifs d'efficacité énergétique de 15 à 20 TWh. Donc, Hydro-Québec considère que la transition énergétique, si elle devait se réaliser, pourrait se faire avec 120 à 130 TWh de capacité de production additionnelle, auxquels s'ajouterait une vingtaine de TWh obtenus par la remise en disponibilité de capacités dont on dispose déjà, mais qu'on pourrait éviter de consommer. C'est à peu près ça le portrait. Et moi, personnellement, si vous me demandez mon opinion d'analyste, bien, il y a plusieurs des raisons pour lesquelles, en fait, j'en viens à une conclusion qu'effectivement, on pourrait faire une décarbonation complète de l'économie du Québec pour possiblement autour de 120 TWh, notamment parce que il y a une partie des usages des énergies fossiles qui ne sont pas énergétiques, entre 4 et 5 % qui sont l'énergie... en fait, c'est des sources d'énergie fossile utilisées à des procédés pétrochimiques, par exemple. Et puis aussi qu'il y a une proportion des usages des énergies fossiles aujourd'hui, dans le secteur industriel en particulier, qui ne sont pas électrifiables parce que les procédés, en fait, il n'y a pas d'alternative aux procédés basés sur des énergies fossiles pour l'instant. Alors donc, si on met tout ça bout à bout, bien, en fait, on ne peut pas décarboner à 100 % toutes les activités économiques du Québec. Et puis, j'oublie aussi un facteur important, c'est que pour ce qui est du transport notamment, on a besoin en fait, on a un facteur d'efficacité beaucoup plus élevé pour la propulsion des véhicules en utilisant l'électricité qu'en utilisant les énergies fossiles qui peuvent se traduire par une perte de chaleur dans une proportion de 90 %. Donc, le taux d'efficacité de l'énergie consommée
par un moteur pour la propulsion d'un véhicule est de l'ordre de 2 à 3 fois plus élevé quand on utilise l'électricité plutôt que les énergies fossiles. Toutes ces raisons-là, mises bout à bout, m'amènent à conclure que si la décarbonation est vraiment l'objectif collectif qu'on se donne, on pourrait la réaliser d'ici 2050 ou mieux, avec à peu près 120 TWh de plus. Et puis même là, c'est une estimation prudente, là, plutôt à la hausse qu'à la baisse. Là. OK. Ouais. Merci. Dans quelle mesure est-ce que, à votre avis, on devrait s'en remettre aussi au potentiel de la sobriété énergétique pour atteindre... Ça aussi, c'est une très bonne question. Choisir de rajouter de la capacité de production, c'est la façon la plus coûteuse et la plus risquée financièrement pour la collectivité d'amorcer une décarbonation. Parce que ça implique de produire de l'électricité aujourd'hui à un coût de 11 ou 12 cents le kilowattheure, alors que le coût moyen des approvisionnements dont on dispose aujourd'hui, 90 % des volumes étant de l'électricité patrimoniale, à peu près à 3,5 cents, et 11 % des volumes étant des achats post-patrimoniaux d'une valeur de 11 à 12 cents. Donc, la somme des approvisionnements dont on dispose déjà comporte un coût moyen de 4,6 cents le kilowattheure, valeur moyenne pondérée. Et donc, on aurait, évidemment, de là, ça coûterait 2 à 3 fois moins cher au bas mot de remettre en disponibilité une partie de l'énergie dont on dispose déjà en évitant de la consommer, donc via des économies d'énergie ou des réductions de nos besoins en puissance, surtout à la pointe, que de choisir l'avenue la plus à risque et la plus coûteuse, qui est de produire de l'électricité additionnelle à un coût de 11-12 cents le kilowattheure, c'est-à-dire presque 3 fois plus. OK. Est-ce que vous pensez que Hydro-Québec pourrait, à elle seule, fournir le surplus d'énergie qui sera requis, ou il faut que le secteur privé y mette du sien également? Puis, voilà, quels avantages ou inconvénients que ça... La première question à se poser, c'est l'énergie additionnelle qu'on prévoit produire ou dont on aurait besoin, dont il faudrait pouvoir disposer pour remplacer les produits, les énergies fossiles, bien, elle sera utile à condition qu'on ait un plan de décarbonation et qu'on commence à réduire notre consommation totale de produits pétroliers et gaziers. Il n'y a aucun indicateur qui pointe dans ce sens-là, là, pour l'instant. Il n'y a aucun indicateur qui pointe vers même une amorce de décarbonation de notre économie. Les chiffres de 2023 de notre consommation totale de carburant ont été rendus publics par Statistique Canada. Ça fait à peine une semaine, là. C'est 9,2 milliards litres d'essence et 3,2 ou presque milliards de litres de mazout. Donc, mettons 12,4 milliards de litres de carburant. Je n'ai pas vérifié le coût moyen de l'essence et du mazout. Là, c'est vérifiable facilement sur le site de la Régie, mais si on prend une hypothèse de 1,60 $ par litre, ça veut dire que nous avons dépensé collectivement à peu près presque 20 milliards de dollars juste à mettre des carburants dans des véhicules. Et ça, c'est malgré la lente, mais quand même, qu'il faut mentionner, la croissance de la proportion de véhicules qui sont de motricité électrique au Québec. Alors, il n'y a pas de diminution de notre consommation. Au contraire, il n'y a pas de diminution du nombre de véhicules. Au contraire, il y a même une augmentation non seulement du nombre de véhicules, du calibre de véhicules, du poids des véhicules sur nos routes. Alors, puis là, je parle juste du secteur du transport. Je ne sais pas si ça fait le tour de votre question. Oui, c'est bon. J'ai une autre question pour vous. Oui. Alors, le projet de loi là, propose de réviser le rôle de la Régie de l'énergie. Alors, comment est-ce que vous voyez que cette instance-là, la Régie, là, puisse jouer son rôle pour assurer un encadrement transparent, efficace là, pour les orientations énergétiques que l'on souhaite mettre en place? Là? Je reprends la conclusion de la dernière question, parce que j'ai oublié un élément important de votre question, puis je reviens au rôle de la Régie. Parce que le sens de votre question, c'est est-ce que Hydro-Québec serait capable de suppléer à tout ça? Oui. Hydro-Québec a des capacités de lever des emprunts dans des meilleures conditions financières, à des meilleurs taux que n'importe quel compétiteur ou éventuel partenaire privé. Mais si on veut absolument qu'Hydro-Québec soit incapable de fournir une tâche comme celle-là, il n'y a rien de mieux que le scénario qui est actuellement mis sur la table, que j'appelle un scénario pharaonique, qui va se traduire par une pression financière tant sur Hydro-Québec que sur les tarifs, parce que ça demeure être ça, la pompe financière, les tarifs de la collectivité, que ça va en fait
discréditer soit la société d'État, soit sa capacité de tout faire dans ces circonstances-là. Évidemment, la barre est mise tellement haute, mais de façon inutile en absence de plan de décarbonation, qu'on ne peut pas arriver à un autre résultat que la maison est en feu, Hydro-Québec n'est pas capable. On aurait voulu mettre en scène qu'on n'aurait pas fait autrement. Maintenant, le rôle de la régie, bien, c'est essentiel. Moi, comme analyste, j'ai fait des dizaines et des dizaines, je ne les ai pas comptés, de dossiers de réglementation depuis un quart de siècle. Pas juste dans le secteur électrique, le secteur gazier aussi, quelques participations à des dossiers d'encadrement du prix des produits pétroliers. Et j'ai vu les intervenants les plus aguerris, les plus préoccupés d'intérêt public, d'indépendance institutionnelle de notre tribunal administratif, prendre à répétition la défense de la régie au fur et à mesure que les gouvernements qui se succédaient amendaient et réamendaient sa loi et réamendaient sa loi. Donc, il y a une question de séparation des pouvoirs qui n'a pas été respectée. Puis là, ce n'est pas une accusation particulière au gouvernement actuel, par à peu près tous les gouvernements depuis 25 ans. Et puis, bien, les projets de loi 34, puis 2, puis 13 que votre propre gouvernement a adoptés n'ont pas amélioré les choses, tout au contraire. Ça a été des interventions qui ont eu comme conséquence d'entraver une fixation des tarifs et des décisions réglementaires quant au secteur non seulement électrique, mais énergétique, à répétition. Et puis avec des résultats qui finalement ne corroboraient pas les intentions ni les objectifs visés par votre prédécesseur, M. Fitzgibbon. Et donc, l'indépendance de la régie, je vois des éléments dans ce projet de loi-là qui accordent d'une part, un peu plus de responsabilité à la régie, mais je vois aussi en contrepartie des éléments qui accordent au ministre plus de pouvoir d'intervention encore. Alors, je me dis, bien, plus de délégation de pouvoir quand c'est assorti de plus de possibilités d'intervention politique face à un tribunal qui est supposé être non seulement compétent, mais indépendant, c'est pas souhaitable. En tout cas, on intègre dans la mission de la Régie de l'énergie l'objectif de transition énergétique. Donc, ça devrait contribuer à une prise de décision qui va être en concordance avec notre objectif de décarbonation. C'est une avancée intéressante que de redéfinir la mission élargie de la Régie, mais pour qu'elle puisse se prononcer et rendre des décisions susceptibles d'application, encore faut-il qu'on ait un plan de décarbonation, qu'on ait un dispositif pour ça. Le plan de décarbonation viendra avec le PGIR. Là. On crée le cadre qui fera en sorte que le PGIR va devenir la référence, parce que si on adoptait un PGIR sans avoir un cadre qui amène à cette référence-là commune, c'est sûr qu'il vivrait par lui-même, mais sans impact réel. Donc là, à partir du moment où le PGIR est après le projet de loi qui permet un encadrement mieux défini, ça va aider à mettre en place le plan d'action dont on aura besoin. Vous faites bien de m'amener sur le sujet du PGIR, justement, parce que je voulais conclure sur la question du processus, puis on va manquer de temps pour nos échanges. Oui, c'est ça. Je voudrais céder la rapidement, parole. Le PGIR, la planification intégrée des ressources, c'est d'abord un processus démocratique. C'est pas supposé arriver après un projet de loi qui nous annonce on va faire une transition, puis on va faire... Non. La planification intégrée des ressources, c'est d'abord réunir et de façon concertée tous les acteurs concernés, les personnes compétentes, pour déterminer un objectif. Si c'est la décarbonation, l'objectif dont on convient collectivement, bien, après ça, on définit les moyens qu'on va utiliser, puis leur ordonnancement. Et après avoir convenu de l'objectif, déterminer les moyens, fermer nos cellulaires, on arrive à l'étape d'élaborer un projet de loi ou des règlements pour la mise en œuvre d'une feuille de route. Alors là, j'ai de la difficulté à constater, malheureusement, que ce processus-là qui est proposé dans le projet de loi, il est tout à l'envers, malheureusement. La planification intégrée des ressources, ça aurait dû être commencé il y a 3 ans. Et toutes les questions fondamentales qui sont énoncées dans le mémoire de l'IRIS, on ne les a pas débattues, évidemment. On n'a pas de réponse à ça, mais c'est des questions préliminaires qui sont inévitables. Alors, comme je disais, on crée le cadre avec le projet de loi 69 pour faire en sorte que le plan, le PGIR, soit une référence commune. Et puis, on entend un ensemble d'acteurs, dont vous êtes, pour justement prendre le pouls
des principaux acteurs concernés par le secteur énergétique et puis les défis collectifs auxquels on fait face. Et puis, on fera aussi une démarche de nature participative dans le cadre de l'élaboration du PGIR. Donc, c'est notre action, c'est notre volonté aussi de s'inscrire dans cette idée de prise de participation des principaux acteurs. Mais bon, je vais m'arrêter ici parce que je voudrais céder la parole à mes collègues qui ont aussi des questions pour vous. Merci. Pour 2 minutes 30, je vais laisser la parole au député de Dubuc pour commencer. Merci, M. le Président. M. Blain, d'abord, je veux saluer votre intelligence. Vous êtes visiblement un passionné. Je n'ai pas la prétention de votre niveau d'expertise. Ceci dit, quelques questions. Vous craignez des partenariats financiers avec les communautés locales, avec les MRC, avec les communautés autochtones. Chez nous, au Saguenay, terre d'accueil qui est privilégiée par ma collègue de Saint-Laurent d'ailleurs, j'allais dire, il y a du potentiel éolien, il y a du potentiel hydroélectrique aussi. Pourriez-vous imager, nous permettre de mieux comprendre, s'il vous plaît? Depuis la nationalisation, on a mis en commun, depuis la nationalisation du secteur électrique, on a créé une société d'État dont notre gouvernement est l'actionnaire unique, et on a créé des processus financiers qui consistent à mettre en commun nos ressources financières par l'entremise de nos tarifs, perçus par notre distributeur monopolistique sur l'ensemble du territoire, qui versait des dividendes et des revenus sous d'autres formes, d'ailleurs, au gouvernement, la redevance hydraulique, frais de garantie d'emprunt, je ne les nommerai pas toutes. Et donc, par l'entremise de l'actionnaire public, il y avait, en contrepartie de la mise en commun de nos ressources financières, une redistribution universelle de la richesse. Là, c'est un tout autre régime. Si on introduit des partenariats dans chacun des projets ou dans chacune des filières, puis les aspirations des régions sont bien légitimes, là. Non seulement elles sont légitimes, mais elles sont réelles. C'est d'abord des aspirations d'avoir un peu d'oxygène économique, des sources de revenus autonomes. Ça, c'est clair. Mais on n'a pas besoin... 30 secondes. On n'a pas besoin de morceler la propriété et l'actionnariat des projets, et donc graduellement l'actionnariat de tous les projets dans lesquels participera Hydro-Québec par la suite, parce que Hydro-Québec est elle-même promoteur de ces partenariats-là, pour amener cet oxygène économique-là aux régions. On pourrait prévenir toute forme de surenchère des revendications là, ou de distorsion dans la valeur économique qu'on leur attribue à ces partenariats-là, en créant, par exemple, un Fonds national de développement des régions, dans lequel Hydro-Québec serait tenu de verser annuellement 10, 15, 20 de ses bénéfices et qui serait réparti. C'est ce fonds-là qui serait alimenté à hauteur de centaines de millions de dollars par année selon des critères déterminés par les instances de toutes les communautés, la FQM, en fonction du taux d'emploi, du taux d'éloignement, de la densité de population, de sorte que les régions disposeraient d'une alimentation financière statutaire garantie pour diversifier leur économie puis apporter l'oxygène économique dont elles ont besoin. Madame la députée de Saint-Laurent, c'est à vous. C'est sur votre temps maintenant. Je vous cède la parole. Non, c'est maintenant le temps de la députée de Saint-Laurent. C'est votre temps. À vous. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Blain. Merci d'être avec nous. Merci pour votre mémoire très détaillée. Vous nous avez dit plusieurs choses, mais je vais me concentrer sur un élément qui est très important, le PGIR, planification. Vous avez dit que c'était fait à l'envers, qu'on aurait dû commencer à 3 ans. Or, en 2020, le gouvernement a signé un contrat pour la vente d'électricité avec New York. Puis par la suite, 3 semaines après avoir signé le contrat, on nous apprend, finalement, on manque d'énergie. Et là, rapidement, le gouvernement s'est dit il faut trouver une solution. J'ai l'impression qu'on est victime ici du gouvernement de leur propre turpitude. Mais c'est intéressant ce que vous amenez. La planification aurait dû être faite il y a 3 ans. J'ai l'impression, pour reprendre la formule consacrée par le premier ministre, qu'ils sont en train de construire l'avion en plein vol. Ça me donne ça comme impression. C'est un bon exemple que vous soulevez là, le contrat signé avec New York, là. D'abord, il faut que je précise une chose. Quand on dit qu'on est en surplus d'énergie,
c'est Hydro-Québec, dans ses activités de distribution, son obligation de servir tous les clients québécois, qui a engagé des achats sur la base de ses prévisions de vente à long terme, et ces prévisions-là ne se sont pas concrétisées. Et donc, on a des livraisons à recevoir d'énergie éolienne de toute filière, en plus du volume d'électricité patrimoniale, qui sont en excédent par rapport à nos besoins réels. Donc, on se retrouve en situation de surplus. Aujourd'hui, on nous dit, on appréhende un déficit. Mais un déficit par rapport à quoi? Par rapport au niveau de vente qu'on prévoit dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais évidemment, si la perspective de croissance des ventes d'Hydro-Québec sur les 11 prochaines années, là, ça serait 56 TWh de croissance de la consommation d'électricité au Québec. Ça ne s'avérera pas. Donc, quand vous dites qu'ils ont vendu, le déficit est en prévision des ventes, est-ce qu'ils ont vendu ce qu'ils n'avaient pas? En d'autres mots, est-ce qu'ils ont shorté l'électricité? Il faut distinguer l'obligation de fournir d'Hydro-Québec dans ses activités de production, qui est limitée au volume d'électricité patrimoniale, 179 TWh par année incluant en perte, de sa marge excédentaire. Une fois qu'elle s'est acquittée de son obligation de fournir l'électricité patrimoniale, il lui reste une marge excédentaire de l'ordre de 35, maintenant, même 35 à 40 TWh par an qu'elle vend sur les marchés extérieurs. Là, on a engagé 2 contrats fermes d'une durée de 20 ans qui vont accaparer 10 TWh par année chacun. Et le second, celui de New York, qui a été signé en 2020, c'est 25 ans. Bon. Mais on a engagé de façon ferme à peu près 20 des 35 TWh qu'on peut exporter. Il reste 15 TWh sur 35 qu'on vend dans les marchés de court terme, à discrétion, en fonction des prix qui prévalent. Ces 15 TWh-là, il n'y a rien qui nous empêche de les rapatrier temporairement et de les ajouter à une réduction de notre consommation, donc libérer une partie des kilowattheures à 4,5 cents dont on dispose déjà pour amorcer la décarbonation. Ça se ferait donc à un coût bien inférieur par rapport à celui de lancer d'immenses projets de production à 11-12 cents le kilowattheure et plus. En toute logique financière, c'est ça qu'on devrait prioriser. Puis on lève après l'argument, oui, mais la réduction des émissions de GES, c'est une affaire internationale, il ne faut pas se limiter à nos frontières. En pratique, là, quand on vend de l'électricité à un client hors frontières, il n'y a pas de compte à nous rendre après. Il n'y a aucune garantie qu'il l'affecte en totalité ou même à 50 % la décarbonation. Ça peut être sa propre croissance de la consommation, alors que si on rapatrie ces térawattheures-là pour quelques années, nous, on a la possibilité de les allouer, mais véritablement à la décarbonation de notre économie. Donc, voyez-vous, là, cette logique-là, que la décarbonation se fasse ici ou ailleurs, c'est quand même contributif à la décarbonation, à la réduction des GES à l'échelle mondiale. La différence, c'est que si on dédie nous-mêmes l'excédent de production dont on dispose à notre propre décarbonation, on est sûr du résultat. Mais vous avez entendu le ministre de l'Environnement hier par rapport à l'allocation des blocs d'énergie pour la décarbonation. Il ne veut pas prendre d'engagement là-dessus, là. Ça vous laisse sans mots? Le ministre de l'Environnement, ça me laisse sans mots. D'accord. Tantôt, vous parlez que maintenant, les nouveaux kilowattheures, on parle de 12 cents le kilowattheure. Oui. C'est quand même très important comme augmentation par rapport au bloc patrimonial. Il y a eu des projets qui sont lancés, puis on a entendu des experts en matière d'énergie solaire qui disaient que le coût avait grandement diminué, puis avec la technologie qui s'accélère, non seulement les panneaux solaires diminuent, mais aussi les batteries de stockage coûtent de plus en plus moins cher. Est-ce qu'on aurait intérêt? Hier, on nous soulevait que c'est autour de 7 à 8 cents maintenant le kilowattheure. Alors, est-ce que ça pourrait être une avenue aussi à considérer pour l'autoproduction résidentielle notamment, mais aussi, vous savez, toutes les entreprises qui ont des gros toits, là, qui ont donné des gros blocs d'énergie, vous savez que, par exemple, eux, on ne leur a même pas demandé de faire leur propre effort de guerre à ces entreprises pour avoir soit des panneaux solaires sur leur toit, mais aussi ce qu'on appelle les murs énergétiques. Moi, j'en ai dans Saint-Laurent. C'est très joli. Mais il me semble que tout le monde devrait faire aussi leur effort de guerre.
Il y a un gros potentiel solaire inexploité. Il y a un gros potentiel géothermique qui est complètement inexploité au Québec. Il y a différentes filières qui ne sont pas développées du tout. Maintenant, quand on décide de diversifier nos sources d'énergie, il faut se poser la question, est-ce que cette forme d'énergie-là, de la façon dont elle va être produite, de la façon dont, par exemple, les clients résidentiels ou même commerciaux institutionnels injecteraient dans le réseau le surplus d'énergie solaire dont ils n'ont pas besoin pour leur propre consommation, est-ce que ça réduit les coûts unitaires de desserte de l'ensemble de la clientèle ou si, au contraire, ça contribue à augmenter les coûts unitaires? Ce que je veux dire, c'est que si vous ou moi, on a des panneaux solaires sur notre toit, là, mais qu'à la pointe, et qu'on réduit donc la quantité d'électricité qu'on attend d'Hydro-Québec, vu qu'on a un peu de notre propre production, mais qu'à la pointe hivernale, nos panneaux solaires, en absence d'un stockage et d'une autonomie prolongée, ne peuvent pas, mais en fait, on ne peut pas suppléer à nos besoins de chauffage avec l'énergie solaire, là, pas très longtemps, même si on avait des batteries. Et donc, le résultat, c'est que Hydro-Québec vendrait sur une base annuelle des moins grands volumes d'énergie, aurait des coûts à la pointe aussi élevés parce que les clients qui produisent une partie de leurs besoins avec l'énergie solaire ne couvriraient pas leurs besoins en puissance dédiée au chauffage. Et donc, ce qu'on appelle le facteur d'utilisation du réseau serait plus bas encore et les coûts unitaires à récupérer, tant pour les investissements en production d'Hydro-Québec elle-même et dans transport et distribution, seraient non seulement répartis sur un moins grand nombre de kilowattheures vendus, mais on aurait les mêmes coûts à la pointe avec une pointe hivernale encore plus disproportionnée par rapport à la demande de base. Mais hier, on disait qu'une nouvelle batterie de stockage, ça pouvait être de 7 à 10 jours maintenant, qu'il y a vraiment une nette amélioration. Parce qu'avant, on parlait de quelques heures qu'une batterie de stockage pouvait nous alimenter. Maintenant, les nouvelles, on parle de carrément 7 à 10 jours. Évidemment, si vous en avez 2, vous pouvez multiplier. Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le plug and play. Donc, on peut immédiatement se brancher à la maison avec le panneau solaire, avec la prise de courant, et on peut carrément même retourner cette énergie. Ça existe d'ailleurs dans d'autres marchés, notamment européens, et c'est vendu au grand public. Là. Donc, mais là, Madame Risky, je ne fais pas un plaidoyer pour disqualifier l'énergie solaire. Ce dont je vous parle, c'est justement de l'importance du stockage. Et puis, on ne parle pas de petits stockages dans des batteries pour un autoproducteur résidentiel. On parle de stockage de beaucoup plus gros calibre, qui est effectivement un moyen de gestion des pointes du réseau qui va se développer dans les prochaines années. Alors, là, donc, la critique que je vous faisais, là, était relative à la dispersion de plein de petites capacités solaires entre des milliers d'autoproducteurs qui se trouvent tous à avoir quand même besoin d'Hydro-Québec à la pointe hivernale. C'est ça la problématique dont je parlais. Oh, c'est très bien. OK? Oui, mais merci. Il faut se distinguer les deux. Non, mais au contraire, j'apprécie beaucoup votre éclairage parce que c'est très clair. Et en fait, on aimerait peut-être vous garder pour le reste de l'étude détaillée. Mais bon, je pense que ça serait pertinent. Je ne sais pas si votre emploi du temps nous le permet. Et en terminant, il me reste juste 20 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à la commission? Bien, en fait, je n'ai pas eu le temps de conclure mon adresse à la ministre. Le processus jusqu'ici, puis c'est un dossier dont vous héritez, bon, dans les circonstances qu'on connaît, le processus a été tellement inadéquat par rapport à l'ampleur des défis d'une transition énergétique, si on veut vraiment mettre une en place, là, je vous implore à toute fin pratique de reconsidérer non seulement sur le fond le contenu du projet de loi. C'est maintenant le moment de céder la parole au député de Maurice-Richard. Je vous laisse finir votre phrase, vous l'implorez? Je vous implore en pratique, Mme Fréchette, de reconsidérer non seulement le contenu du projet de loi dans son entièreté, de le mettre sur la glace. Il vous reste 2 ans à votre mandat gouvernemental. Vous avez le temps d'amorcer une véritable planification, un véritable exercice de planification intégrée des ressources. Ça sera un très beau legs à laisser plutôt qu'un fiasco. Très rapidement, j'ai peu de temps. Merci beaucoup pour vos éclairages. Moi, je vais rester sur justement toutes les décisions qui ont été prises sans plan, en tout cas sans plan public, et leur impact sur le prix que les Québécoises et Québécois vont payer. Donc, à l'annexe C de votre mémoire, vous chiffrez le coût
des 2500 mégawatts qui ont déjà été distribués sur les 18 derniers mois par M. Fitzgibbon. C'est bien ça? Oui. Je vois que, étant donné que le coût marginal donc, de la nouvelle électricité est autour de 11 sous actuellement et qu'on l'en vend au tarif L, il y a une perte de 190 millions la première année, 387 la deuxième. À partir de 2028, on dépasse déjà le milliard. Et si on additionne tout ça sur 20 ans, on a perdu 22 milliards de dollars juste avec les décisions qui ont été prises sur les 18 derniers mois par M. Fitzgibbon. C'est bien ça? C'est ça. C'est le déficit des revenus générés au tarif L par rapport au coût des approvisionnements additionnels qu'on va devoir acquérir. En prenant l'hypothèse de départ du tarif L de 2024, 5,4, le revenu unitaire généré par le tarif L, 5,43 cents, et en prenant une hypothèse de coût unitaire des approvisionnements en 2024 de 11 cents par kilowattheure, ce qui est moins que ce qui est déjà dans le temps de pro, donc c'est conservateur. Et en indexant ces deux coûts unitaires de départ-là de 2 % seulement par année, ce qui aujourd'hui est encore une hypothèse très conservatrice, on aurait 22,9 milliards de dollars de déficit de revenus à éponger sur 20 ans. Plus d'1 milliard par an. Vous avez aussi donné l'exemple de la production du privé. On sait déjà que le privé prend une cote à chaque fois qu'on vend de l'électricité. C'est à ça que sert le privé. Le coût plus une cote, c'est les revenus. Mais en plus, vous dites, oui, mais le privé, quand il s'endette à un taux qui est supérieur à celui d'Hydro-Québec, qui est, lui, par contre, le même que celui du gouvernement du Québec, qui est à peu près le plus bas possible. Donc, dans les coûts du privé, le taux associé au prêt, évidemment, est supérieur, et celui-là, on va le payer, vous et moi, à chaque facture. Bien, en fait, le privé a une capacité d'emprunt et la possibilité de lever des capitaux qui est pas celle d'Hydro-Québec. Donc, en principe, il y a effectivement un risque, de façon générale, que le financement de leur projet soit plus coûteux. Mais ce risque-là, de toute façon, à partir du moment où il s'agit d'un engagement d'achat d'Hydro-Québec, il est transféré à Hydro-Québec qui le récupère dans les tarifs. Donc, le risque financier est de toute façon transféré à la collectivité. Et on le paye. Et le dernier risque que vous dites, c'est que si on engage trop d'argent dans les développements et qu'on ne vend pas tout de suite cette électricité-là, ça va faire que ça va coûter encore plus cher parce qu'on aura mal planifié nos affaires. C'est ce que j'appelle le risque de déraillement et d'emballement tarifaire principal. L'éventualité que la croissance des volumes de vente prévus par Hydro-Québec ne se concrétise. C'est un manque de planification la parole qui va au nous coûter député cher. de Jean Talon. Merci beaucoup. Monsieur le député de Jean Talon, c'est à vous. Et continuons justement sur cette thématique. Vous dites dans votre mémoire que la démarche privilégiée par le gouvernement actuel qui a mené à la présentation de ce projet de loi n'a satisfait aucune des exigences préalables, n'a pas donné lieu à un véritable examen des enjeux, ni à un débat public qui soit à la hauteur des défis posés par la transition énergétique. Si la ministre s'entête à continuer avec ce projet de loi-là, puis ne répond pas à votre appel de retirer le projet de loi que plusieurs nous ont fait ici, c'est quoi les risques? Qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est un risque de légitimité démocratique, c'est un risque de cohésion, c'est un risque pour la collectivité. D'abord, c'est un risque financier. Et c'est un risque non seulement de morcellement de la propriété entre une multitude d'intérêts particuliers, je dis des intérêts particuliers parce que c'est des capitaux privés, mais mis au service de partenaires communautaires, Premières Nations, municipalités, mais ce n'est pas seulement un risque de morcellement de la propriété par l'impartition de l'actionnariat. C'est un risque aussi de morcellement de la cohésion quant à l'usage et à l'occupation du territoire aux fins de la production d'énergie et même du commerce de l'énergie, parce qu'il y a même des partenariats en matière de transport qui ont un précédent déjà. Parce que notamment, vous dites, le projet de loi 69 prépare une privatisation accélérée de la production et du commerce de l'électricité et que ça va faire un renversement important du principe de mise en commun des ressources énergétiques et financières et de redistribution universelle des bénéfices hérités de la nationalisation du secteur électrique. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est les gens qui vont payer pour ça. C'est nous tous, pas seulement d'un point de vue financier, d'un point de vue de la cohésion, de la pertinence des choix et, je dirais même, des processus décisionnels, la cohésion démocratique. Parce qu'une fois qu'on a attisé les attentes économiques, financières de X partenaires en région, là,
puis qu'on cède petit à petit davantage de participation financière, donc d'actionnariat. C'est l'actionnariat d'Hydro-Québec qui s'égrène à petit feu, puis c'est une dénationalisation par encerclement progressif. Et vous dites que le projet de loi 69, avec le plan annoncé par Hydro-Québec, pourrait entraîner des hausses tarifaires de 65 à 75 sur 11 ans, et il va appauvrir les ménages notamment. Mais pourtant, le gouvernement dit on va vous limiter ça à 3 par année. Oui, je pense qu'il y a un député qui a utilisé le mot stratagème. Vous allez voir à l'annexe... Je vous remercie pour... l'annexe E. Merci. La qualification des différentes options. Écoulé, je suis désolé. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.